Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Je vous rappelle que cette téléconférence est enregistrée. Tous les participants sont en mode écoute seulement. Si vous êtes branché au téléphone, composez étoile 0 pour obtenir l'aide d'un téléphoniste. Si vous êtes connecté sur l'Internet, utilisez la fonction de dialogue affichée à votre écran. Je cède à présent la parole à votre animatrice, Christine Quinn, directrice Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé. Christine Quinn. Bonjour et bienvenue à ce webinaire Économie comportementale 101, Nudge, inspiré de meilleurs choix et décisions en matière de soins de santé. L'événement final dans la série d'ateliers Rotman Link and Learn 2018-2019. Je m'appelle Christine Quinn, directrice des programmes à la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé. Je serai votre hôtesse aujourd'hui. Nous offrons ce webinaire en anglais et en français grâce à un service d'interprétation simultané. Ceci pourrait entraîner de brèves pauses dans le dialogue. Si vous souhaitez entendre et voir la présentation d'aujourd'hui en français, veuillez nous le faire savoir dans la boîte de dialogue et nos productrices vont vous transférer à la ligne française. Nous vous invitons à participer en l'une ou l'autre des langues officielles lorsque vous poserez vos questions dans la boîte de dialogue. Le webinaire d'aujourd'hui est structuré de façon unique. Il est le fruit d'une collaboration entre le Sandra Rotman Center for Health Sector Strategy, la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé et les Centers for Learning, Research and Innovation in Long-Term Care de l'Ontario. Le centre Sandra Rotman est la faculté d'administration des affaires à l'Université de Toronto. Il s'agit d'un centre à l'intérieur de cette faculté qui se concentre sur le travail de recherche et de politique pertinent pour les gestionnaires et les responsables des politiques dans le secteur de la santé. La Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé est financée par Santé Canada pour favoriser de meilleurs résultats de santé pour tous les Canadiens. Nous travaillons en partenariat avec les patients, les fournisseurs de services et les gouvernants pour accélérer le repérage, la diffusion et la montée en échelle des innovations éprouvées en santé. Les CLRI de l'Ontario sont financés par le gouvernement d'Ontario pour aider les foyers de soins de longue durée de la province à améliorer la qualité des soins aux résidents grâce à la sensibilisation, les partenariats et la recherche appliquée. Nous sommes heureux d'offrir cet événement collectivement. Aujourd'hui, nous allons entendre Patrick Rooney. Patrick est associé de recherche à Behavioral Economics and Action à la faculté Rotman. Il est candidat au doctorat en stratégie. Ses travaux actuels portent sur le recrutement, la gestion et la fidélisation du capital humain stratégique au sein des organisations. Il s'intéresse tout particulièrement à la compréhension des phénomènes de comportement dans l'enseignement supérieur, la responsabilité sociale des entreprises, les programmes et les soins de santé. Avant son doctorat, il a été associé de recherche à la Harvard Business School. Bienvenue, Patrick Rooney. Alors, en tant que fournisseur et administrateur de soins de santé, on vous demande souvent de trouver des solutions novatrices tout en réduisant les coûts superflus. Les aperçus du domaine de la science comportementale peuvent vous y aider. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les fondamentaux de la recherche comportementale, vous présenter des connaissances spécifiques issues du domaine de la science du comportement pour vous aider à donner des coups de pouce afin d'obtenir de meilleurs résultats. Je donne la parole à notre conférencier Patrick Rooney. Patrick Rooney. Merci beaucoup Christine Quinn, j'espère que tout le monde peut m'entendre. D'abord, je voudrais remercier la FCASS, les CLRI et le Sandra Rotman Center de m'avoir invité à parler aujourd'hui. Alors, avant d'entrer dans les aspects techniques de ce webinaire, j'aimerais commencer par une analogie. Alors, nous savons que les autoroutes ont surtout été construites vers le milieu du XXe siècle. Bon nombre d'entre elles, l'objectif plutôt, c'était de parvenir au point A, au point B aussi rapidement et de manière aussi sécuritaire que possible. Le problème lié au fait que ces autoroutes ont été construites au milieu du XXe siècle, c'est qu'il y avait déjà des quartiers, des immeubles. Certaines personnes, les concepteurs de ces autoroutes ont dû faire preuve de créativité. Voici un exemple d'une conception d'autoroute particulièrement inélégante à Cleveland, dans l'Ohio. Quand je vais visiter mes beaux-parents, c'est le dernier kilomètre de mon trajet. Donc nous venons du haut à droite, nous allons jusqu'au bas de l'écran. Essentiellement, c'est un virage de 90 degrés à l'entrée de la ville. Alors, c'est un énorme problème pour moi chaque fois que je me rends à Cleveland.
Mais du point de vue de l'État de l'Ohio, c'est le problème du dernier kilomètre qui consiste à savoir comment les personnes et les entreprises vont devoir négocier ce tournant. Le problème de l'État de l'Ohio n'est pas nécessairement c'est gênant à la fin de mon trajet. Il s'agit de s'assurer que le système que nous avons mis en place permette aux gens de parvenir du point A au point B de manière rapide et sécuritaire avec un nombre minimum d'accidents comme celui que vous voyez à l'écran. Alors, pour y parvenir, l'État de l'Ohio a créé des coups de pouce, si vous voulez, pour amener les gens à conduire plus lentement. Alors, par exemple, vous voyez un grand panneau jaune, courbe 35 000 à l'heure à 1 000. Donc ça, c'est 1 000 avant d'y arriver. Une fois qu'on arrive au virage, quand on l'aurait oublié, il y a 3 coups de pouce qui vous amènent à conduire plus lentement. Donc, à l'extrême gauche de l'écran, vous voyez donc des feux clignotants qui vous signalent le virage. Il y a également un autre gros panneau jaune. Et puis, si vous regardez de très près vers le milieu de l'écran, vous pouvez voir qu'il y a des bandes vibrantes. C'est-à-dire que si les affiches, les panneaux n'attirent pas votre attention, la vibration de votre voiture, en passant sur ces bandes vibrantes, y parviendront. Pourquoi je donne cet exemple? Parce que c'est une bonne analogie pour les politiques inspirées par le comportement. Comment pouvons-nous changer le comportement des gens lors d'un trajet un peu dangereux, que ce soit économiquement, au niveau de la santé ou autrement? Parfois, sans interférer avec les choix personnels, nous pouvons y parvenir au niveau du comportement. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais remercier le professeur Dilip Soman et la professeure Avni Shah qui ont fourni beaucoup de commentaires très très utiles dans la préparation de cet exposé. Merci à tous deux. Alors, avant de nous lancer dans la boîte à outils qu'offre l'économie comportementale, il vaut la peine de songer aux orientations globales de la réflexion en économie comportementale. Donc, dans ce domaine, on articule la pensée sur la notion de l'architecture du choix. On a choisi le mot architecture de façon très délibérée par les universitaires et les spécialistes qui recourent à l'économie comportementale, afin d'établir une analogie avec l'architecture elle-même. Cameron Sinclair, qui travaille à Architecture for Humanity, a noté que si on travaille à concevoir, on peut se dire concepteur. Si vous travaillez à mettre en œuvre ce que vous avez conçu, vous pouvez vous dire architecte. Rappelez-vous l'analogie avec l'autoroute. Les concepteurs de l'autoroute s'efforçaient de trouver le trajet le plus sécuritaire, le plus efficace du point A au point B. Les architectes, ce sont ceux qui élaborent les politiques, qui s'efforcent de perfectionner cette conception. Les architectes, si vous voulez, par exemple, de la réglementation en matière de sécurité, des différents coups de pouce que nous avons remarqués. Ça, c'est une bonne analogie pour comprendre ce que font les économistes spécialistes du comportement. J'ai parlé de coup de pouce ou nudge en anglais. C'est un terme courant pour désigner une intervention comportementale. Dans les services de santé ou dans toute industrie, le coup de pouce, c'est assez simple. L'idée, c'est de réaliser une intervention qui façonne l'environnement décisionnel pour aider les gens à faire de meilleurs choix pour leur propre bien. Bon, c'est sans doute l'aspect le plus critique de toute cette causerie. L'économie comportementale et les interventions en économie comportementale ne sont pas des interdictions, ne sont pas des règles, des règlements visant à amener les gens à se comporter d'une telle façon. Si l'on veut remédier à un problème, un manque d'optimalité, que ce soit en milieu de travail ou au niveau des politiques gouvernementales en général, ce coup de pouce ou un coup de pouce change le contexte décisionnel dans lequel les individus se retrouvent, en vue de les amener à faire de meilleurs choix qu'ils n'auraient peut-être pas fait si l'environnement décisionnel avait été façonné différemment. Donc, pour rendre ceci un peu plus concret, nous allons
passer en revue quelques-uns des outils et des aperçus que les spécialistes en économie comportementale ont réunis et donner quelques exemples dans le secteur de la santé. J'espère que ces exemples éclaireront les différents outils et les différents aperçus que vous pouvez mettre en œuvre ou utiliser dans vos lieux de travail. Alors, les principaux points à retenir sont deux types. Tout d'abord, je vais passer en revue les outils que les spécialistes en économie comportementale ont utilisés pour améliorer les systèmes et les politiques. Mais je vais aussi à la fin, très rapidement, passer en revue un cadre général pour la mise en œuvre de ces éléments de façon pérenne en vue de déclencher des changements, de déterminer des changements. Alors, il existe beaucoup d'outils et d'aperçus très intéressants que nous pouvons utiliser. Le plus important est celui du contexte. Comprendre l'itinéraire que les personnes suivent lorsqu'ils prennent des décisions. C'est une première étape cruciale lorsqu'on veut changer le système. Alors, ce qui est intéressant, c'est que bien souvent, des aperçus comportementaux sont utilisés, mais dans un contexte tel que les personnes ne peuvent pas les utiliser. Les personnes qui apportent les changements ne ciblent pas nécessairement ces changements aux points problématiques qui causent le problème. Donc le bon d'études canadien est un bon exemple. C'est une subvention du gouvernement que votre enfant touche 500 $ chaque année lorsque vous ouvrez un REEE et que votre revenu est suffisamment faible. C'est un programme très simple. À l'origine, le BEC publiait des annonces comme celle-ci. Alors, c'était de façon très compréhensible. Il y a beaucoup de choses excellentes dans cette annonce. Alors donc, on voit que le BEC verse 500 $ la première année, puis 100 $ par année jusqu'à ce que l'enfant ait 15 ans. Vous n'êtes même pas obligé de cotiser pour recevoir ces paiements au bas. Seulement ouvrir un REEE. Le problème, c'est que quand cette annonce a été diffusée, le taux de conversion était négligeable. Moins de 5% des clients cibles ouvraient un RE. Alors, les auteurs des annonces se sont dit, peut-être qu'on pense que c'est trop bon pour être vrai. Alors, la campagne publicitaire était très simple. De l'argent gratuit pour vos enfants, oui, pour vrai. Ça, c'est une intervention comportementale assez honnête, ça simplifie, on simplifie la chose. Bon nombre des informations complexes dans la campagne initiale, résumées au fait le plus important. Oui, vous pouvez obtenir de l'argent gratuit pour vos enfants, pour leur éducation. Bon, le problème, c'est que, cette campagne est éclairée par les sciences du comportement, mais le problème, c'est que la participation n'augmente toujours pas. À l'origine, elle était de 4,7% et elle ne passe qu'à environ 30% des personnes admissibles. On se dirait, peut-être que si on était motivé uniquement par les incitations, ça devrait être 90-100%, c'est de l'argent gratuit. Le problème qui se pose et que n'avaient pas prévu les responsables à Ottawa quand ils ont prévu ça, c'est qu'ils ne comprenaient pas vraiment le contexte. Alors, qu'est-ce qui s'est mal passé? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Revenons à l'annonce initiale. Bon, il y a beaucoup de mots que certaines personnes prennent pour acquis. Dépôt, ouverture d'un REEE. Mais dans le contexte, dans la population cible, beaucoup de gens n'ont pas de compte bancaire. Et pour ceux qui n'avaient pas de compte bancaire, il y en avait qui avaient des expériences négatives à la banque. Ils avaient mis 100 $ dans leur compte bancaire, et puis après 6 mois, il n'en restait plus que 30 à cause des frais bancaires, par exemple. Alors, ça vous montre que le contexte, ça compte vraiment. Ces outils, j'espère, vont vous inspirer pour réaliser des changements au sein de votre organisation, mais la première chose et la plus importante à laquelle il vaut la peine de réfléchir, c'est le contexte dans lequel vous réalisez ces changements. Sans comprendre le contexte,
il n'est pas possible de mettre en œuvre avec succès des aperçus reliés au comportement afin de changer ce dernier. Alors, que contient la trousse à outils du spécialiste du comportement? Quels sont les aperçus que nous avons acquis depuis une cinquantaine d'années de recherche en économie du comportemental? Tout d'abord, et c'est assez simple et assez intuitif, c'est que les avantages actuels sont prévus comme étant beaucoup supérieurs aux avantages futurs. Nous voulons les choses aujourd'hui beaucoup plus que nous les voulons demain, beaucoup plus que les modèles économiques standards le prédiraient. Ceci a beaucoup d'applications, depuis l'épargne jusqu'au conditionnement physique, jusqu'à dans le secteur de la santé, jusqu'à la prise des médicaments. Alors ça, c'est un milieu intéressant. Cette annonce, ce message, précise que 3 Américains sur 4 ne prennent pas leurs médicaments selon leur prescription. C'est une proportion énorme de personnes qui, essentiellement, ne s'aident pas vraiment, n'améliorent pas leur santé, ou en fait se nuisent activement. Faute de faire un geste très simple tous les jours, mais qu'ils oublient de faire. Le problème, c'est que le coût présent, le coût actuel de la prise du médicament est juste assez élevé pour primer les avantages futurs très vagues d'une meilleure santé. Il nous est difficile de nous dire que, bon, dans 5 ans, je serai en bien meilleure santé si je prends mon médicament, mon Lipitor, aujourd'hui. Donc, ces avantages sont difficiles à appréhender et nous prenons des décisions en fonction des coûts actuels, surtout lorsque les avantages futurs sont amorphes. Songeons à la façon dont on peut inverser les choses. Il y a une chose qui a été constatée par les chercheurs en économie comportementale qui était très intéressante. On a réalisé une étude au Centre médical de l'Université de Pennsylvanie chez les patients prenant de la warfarine. Les patients ont été divisés en 2 groupes. L'un a reçu les informations témoins. Essentiellement, on leur a donné les mêmes informations que toujours. Prenez votre médicament à la même heure tous les jours. L'autre groupe, chaque fois que les patients prenaient leur médicament, leur nom était inscrit dans une loterie. Et à la fin de chaque journée, on procédait au tirage d'une boule de bingo et quelqu'un gagnait une somme très faible, 5 $ mettons. Ce qui est intéressant, c'est que pendant la période de l'étude, le taux d'inobservance au sein du groupe du bingo était de 2,3%. Ça, c'est une amélioration massive par rapport au taux d'inobservance normal qui est d'environ 22% dans cette population clinique. Alors, en proposant un avantage très mineur, 5 ou 10 $ dans le présent, en associant cette activité ennuyeuse, fastidieuse, à un avantage actuel positif, c'est-à-dire l'excitation de participer à une loterie ou même le fait d'y gagner, de gagner le lot, ça a vraiment, vraiment amélioré le taux d'observance. Alors, on considère que c'est un énorme obstacle. Comment faire en sorte que les gens tiennent compte de ces avantages futurs? Bien souvent, afin de mettre en relief ces avantages futurs, ça ne fait pas de mal de créer un avantage actuel. Appuyez-vous sur les billets des gens à votre avantage. Un autre aperçu de taille que les économistes comportementaux ont découvert dès le début de leur recherche, c'est l'aversion à la perte. Ça, c'est un peu technique, mais c'est l'idée que les gains et les pertes équivalents sont vécus différemment. Les économistes classiques, et beaucoup d'entre vous, pourriez vous dire que ça serait tout aussi agréable de gagner 10 $ que de perdre 10 $. Autrement dit, le sentiment que ce serait désagréable de perdre 10 $. Autrement dit, l'agrément et le désagrément seraient équivalents. Mais les recherches ont montré que perdre 10 $ est 2 fois plus désagréable que gagner 10 $ n'est agréable.
Ce graphique en est un bon exemple. Dans cet exemple hypothétique, gagner 5 cents vous procure une valeur d'environ 18, mais perdre 5 cents indique une valeur de moins 40. Ce principe d'aversion à la perte signifie que les gens essayent d'éviter les pertes beaucoup plus qu'ils ne s'intéressent à réaliser les gains équivalents. Cette idée a été contrôlée dans de nombreux domaines, finance, santé, éducation, et les mêmes principes généraux s'appliquent. Les gens ont tendance à éviter 2,2 fois plus des pertes que de chercher à obtenir des gains équivalents. On peut tirer parti de l'aversion à la perte dans le secteur de la santé à bien des égards. Je n'ai pas besoin de vous convaincre que le taux d'obésité et la perte de poids sont des thèmes très très importants pour la société en général lorsqu'il s'agit de maîtriser les coûts de santé. Donc depuis 30 ans, le taux d'obésité au Canada a doublé chez les adultes, mais ce qui est encore plus inquiétant, a triplé pour les Canadiens. Ça, c'est un problème qui ne disparaît pas nécessairement. Alors, les chercheurs ont procédé à des recherches analogues dans le centre médical de Philadelphie. Tirer parti de l'aversion à la perte pour aider les gens à perdre du poids. Ils ont réalisé une étude de 16 semaines et recruté des participants qui s'intéressaient à perdre du poids. Entre les différents essais qu'ils ont faits, il y a un groupe dont les participants n'ont reçu aucun encouragement. Leur environnement décisionnel n'a pas été changé. Donc la moitié du groupe a été attribuée aléatoirement à ce groupe-là et l'autre moitié du groupe d'études a été invitée à gager son propre argent pour parvenir à un objectif. Alors ce qui se produisait, c'était que, mettons que les gens mettaient 50 $ sur la table au début de l'étude. Cet argent était mis dans un coffre-fort et ne leur serait rendu que s'ils perdaient le poids prévu. Donc essentiellement, ce que vous faites, c'est que vous dites, vous mettez ces 50 $ dans la position d'une perte potentielle. Vous songez moins au gain que représente la perte de poids qu'à la perte que représente le fait de ne pas recouvrer votre argent. Donc les résultats étaient presque aussi spectaculaires que dans l'étude sur la warfarine. Les membres du groupe témoin, qui n'avaient pas reçu cet encouragement, ont perdu environ 4 livres au cours des 16 semaines de l'étude, mais ceux qui étaient dans le groupe de traitement, qui ont dû faire un dépôt, ont perdu 14 livres, plus que 3 fois plus, motivés par l'aversion à la perte. Donc en s'appuyant sur ces contrats de dépôt, l'aversion à la perte a permis aux participants de persévérer parce qu'ils voulaient éviter la perte. Donc l'aversion à la perte représente un facteur d'engagement beaucoup plus efficace que le simple fait de dire aux gens de perdre du poids. Troisième aperçu, c'est, et ça les gens qui ont des enfants, surtout des ados, le savent déjà, le pouvoir des autres. Bien souvent, à l'école, on dit ne cédez jamais à la pression sociale. Contrairement aux Simpsons, ici, les éducateurs, les enseignants disent, bon, ils travaillent très fort pour s'assurer que les ados ne cèdent pas à la pression sociale pour consommer de la drogue ou se comporter de façon qui n'est pas socialement acceptable. Alors ça, c'est une façon négative de voir les choses. Le revers de la médaille, c'est que la pression sociale est très très puissante et peut être utilisée en bien. Les gens sont influencés par les normes sociales qui représentent bien souvent la façon de nous comporter qui comporte le coût le moins élevé. Donc les normes sociales pertinentes peuvent faire une grosse différence dans la manière dont les gens prennent des décisions. Un exemple qui nous éloigne de la santé, mais je pense que beaucoup d'entre vous ont certainement déjà vu ça, c'est au niveau des serviettes d'hôtel. Vous avez sans doute vu de telles affiches dans la salle de bain de l'hôtel ou à la réception. Sauvons la planète, c'est vous qui faites la différence. Accrochez votre serviette si vous comptez la réutiliser, laissez-la par terre pour en avoir une autre. Alors, en affichant
ces messages, les hôtels en question essayent de donner un exemple social de protection de l'environnement chez les clients de leurs hôtels. Bien sûr, les chercheurs se sont intéressés à cela et ont vu que c'était une façon intéressante de réfléchir aux normes sociales dans l'environnement. Donc, ils ont créé différentes affichettes accrochées sur la porte des salles de bain en disant « Aidez-nous à protéger l'environnement ». Et il y avait une norme sociale. Alors, sur ces 4 interventions différentes, ce qui est intéressant, c'est que les plus pertinentes et celles qui ont eu les effets les plus nets étaient celles qui étaient reliées le plus près aux normes sociales. Alors, commençons par celles qui impliquent l'investissement le moins élevé. Aider l'hôtel à économiser l'énergie, toute conversion est de 16%. 16% des gens réutilisent leurs serviettes. Aidez-nous à protéger l'environnement. Bon, là, c'est plus personnel, on s'engage un peu plus. Ça augmente 31%, soit presque le double. C'est très bien. Mais pour avoir l'effet le plus fort, il faut entrer dans la micro-comparaison. Combien des autres réutilisent les serviettes? 44%. Et combien des autres de la chambre dans laquelle vous restez pour réutiliser? On peut parvenir à un taux de conversion de 50%. Alors ça, c'est assez frappant. Vous pouvez voir que plus les normes sociales sont adaptées, individualisées, plus elles sont puissantes. Alors donc, on utilise ces normes sociales et ces comparaisons sociales comme outils. Songeons dans le secteur de la santé, les stations de lavage de mains. 85% des fournisseurs de soins dans les foyers de soins de longue durée se lavent les mains avant de s'occuper d'un résident. Ça, c'est un exemple, il y en a beaucoup, où de petites innovations presque sans coût peuvent avoir une différence énorme dans les processus et les résultats pour l'organisation. Bon, sur une note apparentée, et ça c'est le 4e aperçu, les gens sont paresseux. Mettons que les choix actifs sont plus difficiles à faire qu'on ne le croirait. Les économistes du comportement appellent ça le biais du statu quo, c'est-à-dire qu'on préfère continuer à faire ce qu'on fait actuellement. Changer de méthode, de trajectoire, c'est plus coûteux qu'on ne pourrait l'imaginer. Alors, un exemple, c'est dans le domaine du don d'organes. Alors, voici un ensemble de taux de don d'organes dans des pays européens. Alors, voyons, bon, peut-être que la moyenne est de 40-50%, vous penseriez, de don d'organes? Mais ce qui est intéressant, c'est que la moyenne est en fait bien moins élevée dans ce graphique que le regroupement des pays. Alors, dans le premier ensemble de pays, les taux de don d'organes sont de 4 à 27%. Alors que dans les autres pays, les taux sont stratosphériques, entre 85 et presque 100% de gens qui ont accepté de faire le don de leurs organes. Alors, comment expliquer cette différence? C'est peut-être une question d'économie, mais si vous y songez, l'Allemagne et l'Autriche sont des pays assez semblables, des situations économiques semblables, une culture semblable, géographiquement proche. Beaucoup des raisons que nous pourrions envisager pour expliquer les différences ne semblent pas s'appliquer. Même la taille de la population. Le Danemark a une population assez faible, et un taux très faible, alors que la France, qui a une population beaucoup plus importante, a un taux très élevé de presque 100%. Alors qu'est-ce que passe-t-il? Eh bien, la plus grosse différence, et ce qui impulse la plus grande différence entre ces deux groupes, c'est que le choix par défaut est différent. Le choix par défaut, c'est l'option que l'on propose dans l'environnement de décision. Alors on pourrait songer à 2 choix par défaut différents. On pourrait songer à ce qu'on s'appelle l'option d'inclusion. Cochez si vous voulez participer au programme de don d'organes. Alors donc, le choix par défaut est de ne pas participer. Ou bien une option d'exclusion. Cochez si vous ne voulez pas participer au programme de don d'organes. En l'occurrence, le choix par défaut est de participer au programme. Alors, ça c'est intéressant parce que
l'effort très mineur que consiste cocher une case peut faire une différence énorme dans les résultats et sauver des vies. Il ne sera pas étonnant de constater que les 4 pays à la gauche ont une option d'inclusion, c'est-à-dire que les personnes doivent choisir activement de participer au programme, alors que les pays de droite ont une option d'exclusion. Il faut choisir activement de ne pas participer. Alors, cet aperçu consiste à tirer parti de l'inertie, structurer les choix par défaut et les itinéraires par défaut. Ça, c'est très très important pour les résultats et les comportements souhaitables que vous voulez voir adoptés. Le dernier aperçu, c'est celui de la complexité. Bon, vous travaillez dans le secteur de la santé, je ne suis pas obligé de vous dire que les soins de santé sont devenus très complexes depuis 20 ans, surtout. Alors, prenons un peu de recul. Nous savons, d'après l'économie comportementale, et intuitivement d'ailleurs, que les gens ne traitent pas l'information parfaitement. Lorsqu'il y a 1000 choses qui leur sont proposées, ils ne vont pouvoir en assimiler qu'une partie. Donc, la simplicité est vraiment un facteur clé dans cet aperçu. Les gens ne peuvent absorber qu'une partie de l'information dans un environnement complexe. Alors, donc, un exemple que vous avez sans doute, dont vous avez tous vu une analogie, c'est le DME. Alors, donc, ça, c'est une annonce pour l'hôpital général de l'Arizona. Alors, je ne sais pas si ça cible les médecins ou les fournisseurs de soins ou les patients, mais essentiellement, le dernier argument, c'est pas de système DME. Le fait que cela soit inclus dans la liste des services offerts et l'absence d'un service représente en soi un service, cela nous montre que la complexité, c'est quelque chose que les gens n'aiment pas, n'apprécient pas dans l'environnement où ils prennent des décisions très importantes. Alors, abordons une étude de cas. Les conséquences dans la vraie vie pour les patients. Alors, songez que l'on vous présente ce problème. Une organisation de soins de santé note que la plupart des patients reçoivent par défaut une prescription de 30 pilules d'opioïdes après une opération. Les spécialistes notent plutôt qu'un moins grand nombre de pilules peuvent être données sans compromettre l'effet analgésique du médicament. Alors, comment est-ce qu'on pourrait donner un bon coup de pouce pour diminuer la quantité d'opioïdes prescrites? Quand vous songez aux normes sociales et aux choix par défaut, vous êtes sur la bonne voie. Une étude de recherche au centre médical de Yale a constaté que la modification des paramètres par défaut des prescriptions électroniques de 30 pilules à 12 pilules a fait diminuer la quantité moyenne d'analgésiques opiacés prescrites de plus de 15%. À l'échelle du système hospitalier, presque 25 000 pilules de 5 mg d'oxycodone de moins ont été prescrites après 3 mois. C'est un changement énorme, surtout avec un médicament qui qui a des avantages très importants au niveau de la gestion de la douleur, mais qui peut également avoir un effet addictif très dangereux, comme on l'a vu avec la crise des opiacés en Amérique du Nord. Alors donc nous approchons de la fin de mon exposé. Donc si vous avez des questions, vous n'êtes pas certain du bon moment pour les poser, vous pouvez les saisir dès maintenant. Je vais parler encore 4 ou 5 minutes et je me fais un plaisir de répondre à vos questions après cela. Alors, les principaux points à retenir, pour en revenir à ce que nous avons vu. La première étape pour bâtir un meilleur programme, pour créer une organisation plus efficace et plus éclairée au plan de la compréhension du comportement, consiste à bien comprendre le contexte, la situation dans laquelle les fournisseurs, les résidents se retrouvent et d'essayer alors d'utiliser ces outils, les biais présents, l'aversion à la perte, l'influence sociale, l'inertie, la simplicité, pour songer à la manière dont les personnes ont des interactions entre elles, mais aussi avec la technologie et avec différents systèmes dans leur environnement. Bon, alors,
comment est-ce que vous appliquez tous ces outils? Comment est-ce que vous montez en échelle une organisation éclairée par l'économie du comportement? Je vous propose un processus en 3 étapes. C'est un peu abrégé, je dirais, c'est simplifié, mais si vous vous intéressez à cela, il existe un manuel complet sur l'intégration des aperçus du comportement sur l'organisation sur le site web de Bear que vous pouvez retrouver si vous cherchez sur Google Rotman Bear et que vous recherchez nos livres blancs. Et ce manuel est beaucoup plus détaillé que je ne peux l'être dans cet exposé. Première étape pour créer un milieu fondé sur la science comportementale, c'est d'évaluer le milieu dans lequel le changement est fait. Quelle est l'évolution des personnes dans ce milieu? Est-ce qu'on peut trouver les causes des résultats sous-optimaux? Ensuite, quels sont les facteurs comportementaux qui pourraient être en jeu? Je dirais que ça représente au moins 50% de tout le processus pour bâtir un milieu fondé sur la science comportementale. Il s'agit de comprendre le contexte et les facteurs qui entraînent certains comportements, que ce soit pour les résidents, les employés, les fournisseurs de soins, les administrateurs. Donc, comprendre le contexte, c'est essentiel. Alors, une fois que vous estimez avoir une bonne compréhension du contexte, c'est important de commencer à petite échelle, d'avoir de petits gains, pour 2 raisons. D'abord parce que les petits gains, ça coûte beaucoup moins cher que les gros gains, ou en tout cas les essais, mais aussi parce que bien souvent, les contraintes qui pèsent sur les organisations les rendent allergiques au changement. Il existe une aversion au changement. Les spécialistes du comportement recommandent souvent un message simple, une intervention axée sur les messages. Changer un message, un texte dans l'environnement des individus. Par exemple, le personnel infirmier vérifie-t-il davantage l'état des résidents lorsqu'il est en présence d'affiches sur les émotions liées aux soins ou en présence d'affiches lui rappelant de vérifier? Les gens sont émotifs, ils réagissent aux appels à l'émotion positive. Tout ce que vous devez faire dans votre organisation, c'est de dépenser peut-être $100 pour afficher des affiches différentes dans 2 différents services d'un foyer, d'un hôpital, et mesurer le nombre de fois que les infirmières vérifient l'état des résidents. Alors, les simples tests A et B vous permettent de recueillir des résultats de petite échelle. Donc, les administrateurs et les gens qui s'intéressent au changement vont sans doute s'intéresser à des expériences de plus grande envergure. Alors, en l'occurrence, continuez, montez en échelle, préparer des expériences de plus grande envergure. À ce stade, il est important de consulter des experts, des gens qui ont une expertise en sciences du comportement et en conception des expériences, qui peuvent s'assurer que le devis sous-jacent de l'expérience est rigoureux, mais également que vous mesurez ce qu'il faut afin que la mesure à la fin de l'expérience vous permette de déclencher une montée en échelle. Alors en l'occurrence, par exemple, vous pourriez changer des technologies ou changer des processus, des flux de travail plus complexes. Par exemple, est-ce que le comportement d'un prestataire change selon qu'une prescription est présélectionnée ou non dans le système DME? On l'a vu dans l'étude de Yale. Et cela a eu un effet considérable sur la surprescription d'opiacés et on peut élargir ça à de nombreux autres milieux. Voilà un tour d'horizon très rapide de la manière dont on pourrait mettre tout cela en œuvre, en comprenant le contexte longuement et soigneusement, et ensuite en commençant par de petits essais, et une fois que ceux-ci ont réussi, mettre en œuvre des expériences plus ambitieuses qui vont changer votre organisation. Alors, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et je vais commencer à passer en revue les questions.
Nous avons largement le temps de poser des questions, ce qui est formidable. Alors donc, je vais répondre aux questions qui se retrouvent dans la boîte de dialogue. Christine Quinn. Bon. Simplement pour faciliter l'interprétation, il serait préférable que nous lisions les questions de notre côté, ce qui permettra à nos participants francophones de comprendre ce que l'on demande. Est-ce que cela vous convient? Patrick Rooney, c'est parfait. Christine Quinn. Bon, les quelques premières questions qui sont posées nous proviennent de Marnie Landon de C2 Infinity Corporation. Et elle pose des questions au sujet des notions théoriques que vous avez présentées. Si l'analyse prouve que l'avantage stratégique est favorable dans l'avenir, moi-même je choisirais l'avenir, à quelle population cette théorie s'applique-t-elle? Est-ce qu'il y a des populations spécifiques auxquelles ce mode de pensée s'applique davantage? Patrick Rooney. Bon, remontons. Tout d'abord, merci pour cette question, Marnie Landon. Deuxièmement, si nous revenons à l'exemple des pilules, la question de l'observance, l'ordonnance de warfarin. Bon, c'était des gens qui prenaient le médicament depuis longtemps, qui devaient le prendre encore longtemps. C'est difficile à dire. Vous considérez cela d'un point de vue très rationnel, économiquement rationnel. C'est sans doute le point de vue préférable. Si les gens pondèrent avec exactitude les avantages futurs et actualisaient ces avantages futurs par comparaison au coût actuel et se rendaient compte que les avantages futurs étaient beaucoup plus élevés que les coûts actuels, ils se réveilleraient tous les jours en se disant « Bon, ben, je vais prendre ma pilule ». Ce qu'il y a de difficile, c'est que bon nombre de ces questions sont liées à la maîtrise de soi. Et ça peut être très difficile de se contrôler dans ces situations, de se maîtriser, se dominer, se rappeler de prendre son médicament, surtout quand ça devient automatique. On peut oublier 1 ou 2 jours, et cela peut avoir un effet très négatif sur votre santé. C'est difficile à dire. Je crois que dans cette situation, ce qui est intéressant, à l'égard de ces populations, c'est que ce sont des patients qui prenaient déjà le médicament depuis quelque temps. Alors, ça fait partie de leur vie de tous les jours. Ils se rendent compte qu'ils ne le font peut-être pas tous les jours. Alors donc, c'est exactement ce genre de problème et de situation où il est le plus difficile de démontrer que les interventions comportementales sont nécessaires. Quelque chose d'aussi automatique que de se brosser les dents tous les jours peut malgré tout entraîner des différences considérables au niveau des résultats. Ce qu'il faut conclure, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y aura des différences entre les populations et leur observance de certaines consignes. La question qui se pose n'est pas nécessairement de savoir. Il s'agit d'identifier les situations dans lesquelles les processus ne fonctionnent pas. C'est difficile à dire. Dans cette situation où prendre son médicament devrait être automatique, on devrait pouvoir le faire sans même y penser, et les patients font toujours des erreurs, malgré tout. Donc, on essaye de montrer que s'il n'y a pas de lacunes dans les intentions et les actions, s'il n'y a pas de déphasage entre les intentions et les actions, ben, il n'est pas nécessaire d'avoir une intervention comportementale. Le processus fonctionne bien. C'est la situation où il y a un gain évident, que ce soit une meilleure santé, meilleure épargne, etc., et où il y a des lacunes. Les gens n'épargnent pas assez pour leur retraite.
Beaucoup de gens le font, mais beaucoup de gens ne le font pas. Beaucoup de gens prennent soin de leur santé, beaucoup de gens ne le font pas ou ne le peuvent pas. Alors, c'est vraiment les scientifiques spécialistes du comportement consistent à identifier la population au sein de laquelle il y a un déphasage entre l'action et l'intention. Il n'y a pas de règle quant à la nature des populations, les caractéristiques démographiques, c'est spécifique à chaque cas. J'espère que ça répond à votre question, au moins que ça vous donne un peu de contexte. Christine Quinn, merci beaucoup. Marnie pose également des questions sur l'éthique. Est-ce que ces questions représentent une préoccupation lorsque l'on envisage, par exemple, l'option d'inclusion ou d'exclusion? Est-ce que vous avez des commentaires là-dessus? Vous avez donné l'exemple du don d'organes. Patrick Rooney. Ça, c'est une question critique. Vous posez d'excellentes questions, Madame London. Beaucoup de spécialistes du comportement qui essayent de mettre ces principes en action se posent cette question. Essentiellement, nous changeons l'environnement de décision. La façon dont ça a été exprimé à l'origine par Richard Diller, c'était un paternalisme libertaire. Lorsqu'il y a un paternalisme, on est dans un sens de paternalisme, dans certaines interactions, dans certains domaines, on peut se méfier des conséquences pour l'éthique. D'excellents travaux ont été faits par des économistes comportementaux à la Banque mondiale pour réfléchir aux cadres éthiques. Et bon, il y a un certain nombre de choses à dire. D'abord, les interventions comportementales doivent être transparentes. Donc, première mise en garde, il n'existe pas de manière facile de résoudre ce problème. Mais les principes qui doivent guider la mise en œuvre sont que ces changements de comportement doivent être transparents. Les personnes dont les environnements décisionnels sont modifiés doivent savoir activement quels éléments de leur environnement changent. Un bon exemple, ceci permet aux spécialistes, aux responsables des politiques, aux administrateurs, etc., d'éviter de contrer la volonté des personnes qui veulent aider. Un bon exemple, ça c'est encore en flux, c'est la question, l'intervention des formats de boissons gazeuses à New York. Le maire de la ville voulait limiter la contenance des bouteilles de boissons gazeuses. Cela a été annoncé publiquement, il y a eu beaucoup de ressacs. Bon, alors, ça pourrait être une intervention comportementale qui n'a pas réussi. Mais en revanche, c'est une victoire pour la transparence. Les médias ont fait leur travail pour responsabiliser. Le gouvernement a dit très ouvertement, voilà ce qu'on fait, voilà pourquoi on veut le faire. Et puis les gens n'ont pas aimé ça. Alors, donc il y a un balancier, si vous voulez. C'est un dialogue. C'est pas net, mais c'est ainsi qu'on établit les politiques en matière de comportement. C'est ce dialogue entre les personnes qui seront affectées par la politique et les personnes qui élaborent la politique. Alors, ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est important de songer aux encouragements que vous donnez aux gens qui créent la politique et ceux qui vont en subir les effets. En santé, c'est généralement gagnant-gagnant. Tous les intérêts sont bien alignés. En général, il y a des responsables de politique qui veulent aider les gens à perdre du poids, les gens veulent perdre du poids, les médecins veulent aider les gens à perdre du poids. Donc,
tout ça s'est aligné. Il y a des situations, il y a beaucoup de situations où ces encouragements sont moins alignés qu'on aimerait le croire. Par exemple, songez aux techniques de marketing prédatrices qui utilisent des aperçus semblables pour remplir votre boîte de courriel, de pourriel. Vous amenez à dépenser de l'argent pour acheter des choses dont vous n'avez pas besoin. Changez votre environnement décisionnel de façon qui font empirer votre situation. Donc, la deuxième partie, donc, avec la transparence, la deuxième partie consiste à envisager la manière dont les encouragements économiques sont répartis dans le réseau de personnes qui prennent les décisions et qui sont affectées par ces décisions. Dans les situations de santé, comme le don d'organes, c'est difficile à dire. Est-ce que cela ressemble à du marketing prédateur? Beaucoup de gens diraient non, mais les gouvernements et les responsables de politique doivent faire preuve de transparence, surtout lorsqu'il s'agit de changer un choix par défaut. En général, c'est une intervention très, très efficace. Christine Quinn. Merci beaucoup, Patrick. Une ou deux autres questions. Alors, une question de Laura qui demande à Schlegel, est-ce que vous avez des exemples de cas où on a utilisé des encouragements autres que financiers? Patrick Rooney. Bien sûr. Très bonne question. Il existe une littérature très intéressante sur les prix, les récompenses, genre employé du mois ou les récompenses dans ce genre. Les gens attachent de la valeur à leur réputation et à leur image positive d'eux-mêmes. Bon, intuitivement, ça a du bon sens. Bien souvent, ces éléments peuvent être tout aussi féconds que les encouragements monétaires. Il y a une chercheuse à l'Université de la Californie à Los Angeles, dont j'aime les travaux. Elle a convaincu Wikipédia de changer leur structure de récompense, de telle façon que les gens qui... Bon, pour certains thèmes, certains sites sur Wikipédia, pour les personnes qui inclus dans l'environnement de traitement, il y avait donc un groupe témoin, et dans l'environnement, ils pouvaient gagner ces prix, des prix pour le plus grand nombre de contributions. Donc en incorporant ces récompenses, le groupe qui a reçu l'intervention expérimentale, il y a eu une augmentation énorme dans la qualité et la quantité des contributions à Wikipédia, simplement parce qu'il y avait un petit badge avec son nom, par comparaison à ceux qui étaient dans des situations ou dans l'autre situation où bon, ça c'est un bon exemple. Bon, les encouragements monétaires c'est bien, mais ce ne sont pas toutes les organisations qui ont la capacité de mettre en place une loterie tous les jours. Et ça peut être difficile d'essayer d'activer ces interventions dans des situations dans lesquelles les organisations ont des contraintes ou où vous essayez de convaincre la direction ou les responsables qu'en fait c'est quelque chose qui vaut la peine d'être fait. Alors donc en commençant par ces encouragements, convaincre donc les gens en changeant les environnements de décision, ça peut avoir des effets très très puissants. Christine Quinn, merci beaucoup Patrick. Nous avons le temps de répondre à une question. Et nous avons une question qui nous est posée par OTN, qui demande comment vous choisissez quel changement apporter dans le cadre de vos petits tests AB. Patrick Rooney, c'est une excellente question. Ça, c'est la première étape. Donc, vous avez réfléchi au contexte, vous comprenez que, bon, j'éprouve des difficultés à convaincre les préposés à se laver les mains, de se laver les mains. Alors, la règle qui guide le choix des changements,
le devis de l'intervention, il faut que le changement soit très remarquable pour les personnes qui vaquent à leurs activités quotidiennes. Si vous avez une toute petite affiche, mettons que vous avez une affiche, bon, en entrant au travail, lavez-vous les mains. Les gens vont l'oublier. Ils vont passer leur journée, ils vont faire leur travail, ils vont continuer de faire ce qu'ils ont toujours fait et vous ne constaterez peut-être pas une augmentation des taux. En mettant cela en valeur, en affichant une grosse affiche, peut-être au-dessus de l'évier, ça peut être une façon de le faire. Donc, il y a certains principes qui sont en jeu. D'abord, la prééminence, il faut que le changement soit remarqué par les personnes dans leur milieu de travail, parce que sinon, s'ils ne le remarquent pas, ils ne peuvent pas changer leur comportement. Puis deuxièmement, le changement doit être susceptible d'être mis en œuvre. Avec ces interventions, ce que vous voulez faire, c'est, bon, supposant que vous êtes transparent, essentiellement, vous voulez aligner l'intention des gens, ce qu'ils veulent faire, avec ce qu'ils font. Donc, dire veillez à vous laver les mains, ça permet aux gens de rester en santé, ça ajoute un peu émotif, où 90% des gens dans l'autre service se lavent les mains. Pourquoi pas nous? 90% des personnes une autre institution ne se lave pas les mains. Pourquoi est-ce qu'on n'atteint pas cet objectif? Vous pouvez ajouter différentes petites modifications émotives à l'intervention pour aider les gens à se motiver pour agir. Mais ces deux choses, donc la prééminence et la possibilité de mise en œuvre, et la facilité aussi de mise en œuvre, ce sont les principes généraux. Il n'y a pas nécessairement de règles. Bon, nous recommandons les changements de message A, B. Changer un petit message parce qu'en général, les enjeux sont relativement faibles et c'est très très proéminent. Les gens ont tendance à réagir à des messages qui sont intégrés dans leurs environnements et qui peuvent être suivis d'actions. Un message qui dit faites ceci, c'est difficile à rater, plutôt que des choses qui ne sont pas nécessairement susceptibles d'être mises en œuvre, comme par exemple des images ou différentes interventions qui sont un peu moins directes. Alors voilà comment nous recommandons les messages. Christine Quinn, eh bien, merci beaucoup Patrick. Vous nous avez fourni beaucoup d'outils aujourd'hui que nous pouvons utiliser et inclure dans la boîte à outils. Merci beaucoup de nous avoir aidés à réfléchir d'une façon différente aux problèmes auxquels nous devons faire face et nous aider essentiellement à faire ce qu'il faut faire, facile à faire. Vous avez souligné l'importance de comprendre le contexte. Je remercie tous ceux qui ont participé aujourd'hui. Merci pour vos avis, pour vos questions et pour vos commentaires. Je vous demande de rester en ligne pendant quelques instants pour nous donner votre rétroaction au sujet de votre expérience pendant le webinaire d'aujourd'hui. Votre rétroaction nous aide à planifier les webinaires futurs. Merci beaucoup pour votre participation.